Ok. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça va être une introduction au pawn, avec notamment les deux attaques les plus connues, les plus utilisées quand on fait du pawn. Donc ce qu'on va faire, ça va d'abord être un rappel sur les buffer overflow, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça existe. Et ensuite, les deux attaques les plus faciles qui sont Red to Win et Red to Stack. Et à la fin, on regardera un peu pourquoi ça marche pas sur mon PC, en tout cas quand on compile par défaut. Donc, si on regarde ce que c'est que la stack, basiquement, c'est juste un endroit dans la mémoire du processus où le processeur va pouvoir stocker des valeurs. Notamment, là-dedans, on va retrouver les variables locales d'une fonction et aussi deux variables qui vont particulièrement nous intéresser, qu'on appelle souvent saved EBP et saved EIP. Ces deux variables, je détaille juste après à quoi elles servent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, donc ces deux variables-là, plus les variables locales de la fonction, on appelle ça un stack frame. Donc, si maintenant on se place dans une fonction qui ressemble à ça, là on va se placer à l'endroit de la flèche rouge, donc ça veut dire qu'on est dans la fonction main avant d'avoir appelé foo, donc dans la stack, on a juste la stack frame de la fonction main. Si maintenant on se place dans la fonction foo, et bah dans la stack, on va se retrouver avec deux stack frames. La première, ça va être la stack frame de la fonction main, et en dessous, on va retrouver la stack frame de la fonction foo. Donc, dans la stack frame de la fonction main, on va retrouver les deux variables locales à main, donc a et b, et dans la stack frame de la fonction foo, on va retrouver les deux variables locales à foo, qui sont c et d. Et donc maintenant, ça va être plus facile de vous expliquer ce que c'est que saved EBP et saved EIP. Donc, saved EBP, ça va pointer vers la précédente stack frame. Donc, ce saved EBP là, il va pointer vers le début de la stack frame du main. Donc typiquement, il va pointer ici en mémoire. Et le saved EIP, il va stocker l'adresse où le processeur doit aller une fois qu'il a fini la fonction courante. Donc ça veut dire, une fois que le processeur aura fini d'exécuter la fonction foo, où est-ce qu'il doit aller? Et bah pour savoir ça, il va récupérer le contenu de saved EIP et il va sauter dessus. Donc dans un programme normal, on a stocké l'adresse qui est juste après le call. Donc typiquement ici, ça va être l'adresse juste après l'appel à la fonction foo. Donc ici, ça va être le return du main parce qu'on ne fait rien après. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas normal, quand tout se passe bien, et donc maintenant on peut voir comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un Stack Overflow. Donc déjà un Stack Overflow, ça va se passer quand on va permettre à l'utilisateur d'écrire des choses sur la stack et dont on ne vérifie pas la taille de ces choses-là. Donc si on prend un exemple, là, dans ma stack, j'ai un tableau de caractères de taille 2. Donc on le retrouve bien ici dans notre stack frame, on a notre tableau de caractères et on retrouve nos deux caractères. Sauf que là, la fonction gets ne va pas contraindre l'utilisateur sur le nombre d'octets qu'il peut envoyer. Donc ça veut dire que si l'utilisateur envoie plus que 2 octets, et on va aller écrire après notre tableau D. Donc notamment là, après notre tableau D, on va retrouver le save de BP, save de IP, et donc si l'utilisateur rentre quelque chose de plus grand que 2 caractères, on va aller modifier ces variables-là. Donc là, typiquement, s'il envoie cette chaîne de caractères-là, les deux premiers A, ils vont se retrouver dans le tableau, comme c'est prévu normalement. Par contre, tous les A d'après, ils vont aller écrire dans la stack.
Donc ça veut dire que si on a réécrit saved EBP et saved EIP, au moment de la fin de la fonction, il va se passer des trucs bizarres. Donc, notamment saved EIP, quand la fonction foo va arriver à sa fin, le processeur va récupérer le contenu de saved EIP pour pouvoir sauter dessus. Sauf que comme on l'a modifié, et ben là le processeur il va essayer de sauter sur l'adresse AAAA, mais comme elle n'existe pas cette adresse-là, et ben le processeur il va planter. Sauf que là c'est intéressant, parce que du coup on contrôle là où le processeur va sauter. Donc c'est ça qu'on appelle un Stack Overflow, c'est qu'à partir de là, le processeur, on va pouvoir guider le processeur sur où est-ce qu'il doit sauter, et notamment on va le guider vers des endroits qui nous intéressent. Donc la première attaque, ça s'appelle du Red to Win. Le principe, c'est que on va modifier saved EIP avec l'adresse d'une fonction qui existe dans le binaire. Donc si on prend l'exemple d'un binaire qui ressemblerait à ça, là on va modifier saved EIP avec l'adresse de la fonction win. Comme ça, à la fin de la fonction foo, au lieu de retourner dans le main, on va sauter dans la fonction win et récupérer un shell. Donc ça c'est l'objectif. Maintenant, on va avoir 2 étapes pour pouvoir le réaliser. La première étape, ça va être de trouver l'adresse de la fonction win. Donc pour ça, il existe plusieurs méthodes, mais l'une des méthodes les plus simples, c'est d'utiliser readelf, avec l'option -s pour récupérer les symboles, et on fait un grep sur la fonction qui nous intéresse. Donc là j'ai mis une image pour montrer à quoi ça ressemble en cas concret. Donc là on a récupéré l'adresse de notre fonction win. Donc maintenant qu'on sait ce qu'on veut écrire dans saved-EIP, il va falloir trouver l'offset jusqu'à pouvoir écrire dans saved-EIP. Donc pour pouvoir trouver cet offset là, on va lancer GDB. Donc le GDB, son fonctionnement est assez simple, on fait juste GDB, notre programme. Ensuite, on lance le programme avec R ou Run, et là, au moment d'écrire quelque chose, on va écrire une chaîne de caractères qui est reconnaissable. Donc typiquement, moi souvent ce que j'utilise, c'est 4 fois A, 4 fois B, 4 fois C, 4 fois D, et on en écrit assez pour être sûr de écrire par-dessus saved-EIP. Parce que comme ça, comme on aura écrit n'importe quoi dans saved-EIP, le processeur il va planter, et il va nous montrer à quel endroit il a planté. Là, typiquement, quand on envoie ça, il va nous dire « Oh là là, j'ai essayé d'accéder à cette adresse-là, sauf qu'elle n'existe pas. » Et cette adresse-là, c'est quelque chose qu'on lui a envoyé. Notamment, si on convertit 64 en ASCII, on peut faire ça tout de suite. Donc si je fais un Python 3, que je print le horde de 0x64, pas du tout, c'est le CHR. Hop, on se retrouve avec un D minuscule. Donc ça veut dire que là, à partir du 3e D, on écrit dans saved-EIP. Donc on a trouvé notre offset pour pouvoir écrire dans saved-EIP. Donc une fois qu'on a ces 2 informations-là, on va pouvoir les combiner pour pouvoir écrire ce qu'on appelle notre exploit ou notre payload. C'est 2 noms qu'on utilise pour désigner la même chose. Donc typiquement, ça c'est faisable avec Python, faire un Python qui print, donc n'importe quoi fois l'offset. L'objectif c'est juste d'atteindre saved-EIP, et une fois qu'on l'a atteint, on écrit l'adresse de win. À savoir que nos processeurs sont en Little Endian, et donc l'adresse de win, il faut que ça soit écrit en Little Endian pour que ça fonctionne. Et dans le cas de ce binaire-là, win va nous ouvrir un shell, et donc il faut bien qu'on récupère ce shell. Donc pour pouvoir récupérer ce shell, je vous donne la commande à taper. Donc c'est l'envoi de notre payload, donc qui peut se faire avec Python comme ici, ou alors avec Echo, les 2 fonctionnent. .4, tout ça, on met ça entre parenthèses, et on envoie tout ça dans
le programme qu'on veut attaquer. Donc, pour mettre en place ces pratiques, ces compétences, vous pouvez faire un git clone de ce repo-là, et dans le dossier precompiled, vous trouverez un binaire qui s'appelle red2win32, et du coup l'objectif ça va être de mettre en place cette attaque-là pour réussir à récupérer un shell. À savoir que si vous avez un souci et que vous n'arrivez pas à lancer le binaire, notamment s'il vous dit que vous n'avez pas la bonne version de libc, mettez-vous à la racine du projet, faites un make 32, et du coup vous retrouverez le binaire dans le dossier bin, le binaire red2win, et donc utilisez celui-là. Et donc maintenant je vais vous présenter la solution, donc mettez en pause si vous voulez chercher par vous-même. Donc là je suis dans le dossier precompiled, si je fais un ls, j'ai tout, et je peux lancer mon red2win en 32 bits, donc là il me demande quelque chose, je lui tape n'importe quoi, et si j'ai mis assez de choses, j'ai bien un segmentation fault, donc ça veut dire qu'il s'est passé un truc pas cool à l'intérieur. Donc si je suis ce que je vous ai dit, première étape, je vais essayer de trouver l'adresse de la fonction win. Pour ça, je fais mon readelf de mon binaire, je grep avec la fonction qui m'intéresse, donc en l'occurrence la fonction win, et donc là je récupère l'adresse de la fonction win. Maintenant, je vais aller trouver l'offset vers cette qui nous permet d'écrire dans saved EIP. Donc, je lance GDB, je lance le programme, je mets une chaîne de caractères qui est reconnaissable, donc 4 fois A, 4 fois B, C, D, E, F. Ok, et donc là, il nous dit qu'il a planté sur 64, 64, 65, 65. Donc, pareil, là on peut regarder à quoi ça correspond. 64, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, ça correspond toujours à un D. Donc ça veut dire que là, si je fais un écho de 4 fois A, 4 fois B, 4 fois C et 2D, il me manque un C, à partir de là, j'écris dans saved EIP. Donc, je vais vouloir écrire l'adresse de win. L'adresse de win, on l'a trouvée juste au-dessus. Par contre, attention, il faut l'écrire en Little Endian. Donc, en Little Endian, ça va ressembler à ça. Donc, hop, 98, 86. Si on suit le modèle que je vous ai donné, on rajoute un .4 à la fin et on envoie tout ça dans notre binaire. Donc là, il s'appelle red2win32. On lance ça et si on fait un ID, j'ai bien récupéré un shell. Hop. Donc là, si on continue, normalement, je dois avoir à peu près la même chose que je viens de taper. Et donc tout ça, ça me permet de récupérer un shell. Donc, notre red2win a marché. Donc ça, c'est la première exploitation qu'on peut faire avec un Stack Overflow. Mais on se rend compte assez vite que c'est un type d'exploitation qui est pas hyper utilisable en cas pratique, parce qu'on trouve assez rarement dans un binaire une fonction qui nous fait exactement ce qu'on veut. Du coup, il va falloir qu'on puisse regarder des types d'exploitation un peu plus compliqués, pour pouvoir attaquer des binaires qui n'ont pas une fonction aussi pratique que celle-là. Donc là, on se retrouve avec un binaire qui ressemble au précédent, sauf que cette fois-ci, on n'a pas la fonction win. Et donc là, je vais vous présenter un autre type d'exploitation qu'on appelle red2stack, où là, l'objectif, ça va plus être de sauter vers une fonction dans la stack, mais l'objectif va être de sauter quelque part dans la stack où j'aurais précédemment placé un shellcode. Donc un shellcode, je définis juste après ce que c'est. Donc si on regarde dans la stack, on va la représenter comme ça. Donc on a notre buffer, saved EBP, saved EIP, et ensuite on a la suite de la stack. Du coup, quand on va faire notre buffer overflow, donc
On a notre padding qui permet d'arriver jusqu'à saved EIP. Saved EIP, on va la remplacer par le pointeur vers notre shellcode, et notre shellcode, on va le placer dans la stack. Donc une idée, ça serait de le mettre juste après saved EIP, et du coup, dans saved EIP, de mettre un pointeur vers juste après lui. Ok, mais du coup, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un shellcode? Parce qu'il va falloir qu'on en écrive un, mais pour l'instant, je vous ai pas dit ce que c'est. Un shellcode, c'est juste une suite d'octets qui, si on l'exécute, nous donne un shell. Donc typiquement, souvent les shellcodes, on va les écrire en assembleur. Donc en assembleur, ça va ressembler à ça, ça c'est un exemple de shellcode. On compile ça, plutôt on assemble ça, et ça nous donne notre shellcode. Sauf que vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir besoin de vous taper la création d'un shellcode, parce qu'il y a déjà plein de personnes qui l'ont fait pour vous, et du coup vous allez pouvoir récupérer des shellcodes déjà tout faits sur Shellstorm. Donc là je vais vous montrer un peu comment fonctionne Shellstorm, mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Sur Shellstorm, les shellcodes ils sont d'abord triés par système d'exploitation, donc nous en l'occurrence là ça va être sur du Linux. Donc là on va sur du Linux, et notre binaire il est en 32 bits pour x86, donc on va aller dans la catégorie Intel x86. Et donc là, à partir de là, il y a plein de shellcodes qui sont disponibles, donc on peut récupérer celui qu'on veut. Là, en l'occurrence, celui qu'on va avoir besoin aujourd'hui, ça va juste être un execvi de /bin/sh. Donc, si on scrolle un peu, on va avoir moyen d'en trouver un quelque part qui nous paraît bien. Tiens, là, on a execvi bin/sh, et donc là, on a directement notre shellcode sous forme d'octet. Donc, maintenant qu'on a notre shellcode, on va avoir encore quelques étapes. Donc, la première étape, ça va être de trouver l'offset pour pouvoir écrire sur saved EIP. Donc ça, c'est la même étape que ce qu'on a fait avant. Donc je ne la redétaille pas. Deuxième étape, trouver l'adresse de notre shellcode. Alors là, pour ça, pareil, il existe plusieurs techniques. Et si vous expérimentez un peu ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple. Parce que quand on exécute un binaire avec GDB ou sans GDB, les adresses de la stack vont bouger un peu. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être hyper précis sur les adresses de stack, donc ça veut dire qu'on a une chance non négligeable de sauter n'importe où et donc de faire planter le programme. Donc pour ça, souvent, dès qu'on peut, on va utiliser une autre technique qui va être de placer notre shellcode dans une variable d'environnement. Donc typiquement, on va faire un truc comme ça. Donc on crée une variable d'environnement avec export, et dedans on va placer notre shellcode, et juste avant notre shellcode, on va mettre un grand tableau de \x90, parce que ça va nous permettre de trouver notre shellcode plus facilement. Une fois qu'on a créé notre variable d'environnement, on peut lancer le programme dans GDB, placer un breakpoint dans le programme, run le programme, et ensuite inspecter le contenu de la stack jusqu'à trouver notre shellcode. Donc ça c'est un exemple. Si avec cette commande-là vous n'arrivez pas à trouver votre shellcode, remplacez le 1200 par un 1500, et là le moins 1200 pour un moins 1500, faites des tests jusqu'à trouver votre shellcode dans la stack. Et normalement, il est assez facile à trouver, parce que comme on a mis un grand tableau de \x90, ça se voit assez vite. Là, typiquement, sur la capture que j'ai mis, on voit bien notre grand tableau de 0x90. Donc là, on va prendre une adresse un peu au milieu de ce tableau-là, et on va l'utiliser pour sauter dessus. Donc là, pareil, dans le même repo que tout à l'heure, je vous ai mis pareil, dans le dossier precompiled, il y a un read to stack 32, donc je vous invite à le faire. Et par contre, il y a une chose qu'il faut faire avant, c'est de désactiver la SLR. Donc là, je vous ai donné la commande toute faite,
Et à la fin du workshop, je vais vous montrer un peu, je vais vous expliquer ce que c'est que la SLR et pourquoi dans ce cas-là on est obligé de le désactiver. Donc pareil, là je vous invite à faire pause si vous voulez tester de votre côté, et sinon je vais vous montrer comment on fait pour résoudre ce challenge-là. Alors là je peux faire un clear. Si je regarde, normalement j'ai mon read to stack en 32 bits, donc c'est celui-là qu'on va faire. Donc première chose, je vais créer ma variable d'environnement. Hop. Donc là normalement j'avais déjà lancé la commande. Donc je mets mon tableau de \x90, je mets mon shellcode. Bon. Donc ça c'est une technique pour le faire, vous pouvez faire bien comme vous voulez. Ça c'est typiquement parce que j'ai pas Python 2 sur ma machine. Si j'avais Python 2 ça serait un peu plus simple, mais un jour je le mettrai peut-être. Donc maintenant que j'ai ma variable d'environnement, je vais pouvoir aller essayer de trouver l'adresse de mon shellcode. Donc pour ça, comme je l'ai montré, on fait un GDB sur le binaire qui nous intéresse, on place un breakpoint sur le main, on run notre programme, et là on va aller regarder dans la stack si on trouve notre shellcode. Donc $ESP-1200. Hop. Donc là, pour l'instant je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Et là, il est là. Donc là, il est assez visible. Donc une fois que je l'ai trouvé, je récupère une adresse à peu près au milieu. Hop, je vais utiliser celle-là. Et je la garde pour plus tard. Maintenant, je vais essayer de trouver l'offset pour pouvoir écrire dans saved IP. Donc pour ça, comme tout à l'heure, je lance mon programme. Donc là j'ai mon breakpoint. Alors oui, je peux sortir pour enlever mon breakpoint. Bon. Je peux lancer mon programme, mettre une chaîne reconnaissable, donc 4 fois A, B, C, D, E, F. Avec ça, ça va peut-être être assez. Là, effectivement... Ah, par contre, on voit que c'est pas très beau. Je pense que j'en ai pas mis assez. Donc je recommence. 4 fois A, B, C, D, E, F, G, H. Ok, donc là j'ai pointé sur un truc qui ressemble à de l'ASCII. Si je regarde, le programme il a planté sur 66, donc ça correspond à un F. Donc à partir du troisième F, je remplace saved EIP. Donc à partir de là, j'ai tout ce qu'il me faut, je vais pouvoir commencer à écrire tout mon exploit. Donc là je peux faire mon echo, 4 fois A, B, C, D, E et 2F, et à partir de là, je vais écrire l'adresse de mon shellcode. Donc là je l'avais gardé en mémoire. Ah, bon, je l'avais pas gardé en mémoire, je vais essayer de la retrouver. Donc on va utiliser celle-là. Pof. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, il faut bien l'écrire en Little Endian. Donc là, ça va ressembler à ça. FF, FF, DE, 5C. Ok. Je fais un point virgule 4. J'envoie tout ça dans mon read to stack 32. Et avec un peu de chance, hop, j'ai fait n'importe quoi. Alors ça, il y a moyen que ce soit parce que j'ai pas désactivé la SLR. Donc pour ça, on va désactiver la SLR. Ok. Et maintenant, on va refaire le boulot. Donc, GDB. On met un breakpoint sur le main. On lance le programme et on regarde dans la stack où est notre shellcode. ESP-1200. Ok. Donc là, je l'ai trouvé. Donc je prends une adresse au hasard. D'ailleurs, on voit que l'adresse n'a pas bougé, donc c'est pas là que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, l'adresse n'a pas bougé. Donc, où est-ce que mon programme est pas bon?
et bah je peux essayer de faire une adresse un peu plus haut. Alors déjà, est-ce que je suis bon là? 1, 2, 3, 4, ouais, DE5C, 1, et bah je vais essayer avec DE0C, tiens, faire ça comme ça. Hop. Et voilà, bon, bah ça a fonctionné. Donc là, on voit bien que les adresses sont pas toujours les bonnes, ça change un peu entre GDB ou en cas concret. Donc là, il a fallu d'essayer un peu une autre adresse, un peu plus haute, donc si ça marche pas, on essaie une adresse un peu plus basse, et du coup, là, ça a fonctionné. J'ai bien mon shell. Et notamment, je pense que ce que j'avais marqué, ça doit être à peu près ça. Je crois que je l'avais fait sur la même machine, DE7C, DE7C, ok, bon. Les adresses ont dû bouger un peu, j'imagine. Ok, donc ça, c'est Red2Stack. Et donc, si vous avez un peu expérimenté Red2Stack, vous avez peut-être vu que c'est assez chiant de calculer les adresses dans la stack, et dans les prochains workshops, on va pouvoir voir d'autres types d'attaques qui sont un peu plus sympas à exploiter parce qu'on va pas avoir besoin de manipuler des adresses dans la stack qui font que de bouger en fonction de comment on exécute le binaire. Et du coup, ce dont je voulais vous parler, c'était les différentes protections qui existent sur un binaire, et notamment pourquoi est-ce que ça marche pas sur un binaire compilé par défaut. Parce que du coup, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des types d'exploitation qui sont assez simples à mettre en place, et donc les développeurs du noyau Linux, ils ont essayé de mettre en place des protections qui permettent de rendre ce type d'exploitation plus compliqué. Donc la première protection, c'est ce qu'on va appeler l'ASLR, c'est la randomisation de la stack. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on lance le binaire, les adresses de la stack vont changer. Donc typiquement, ça va nous bloquer et ça va nous empêcher de faire du Red2Stack parce qu'on ne va pas pouvoir trouver notre shellcode dans la stack puisque son adresse elle va changer à chaque fois qu'on l'exécute. Et donc ça, typiquement, c'est une protection qui est placée au niveau du noyau Linux en lui-même, et donc pour pouvoir le désactiver, c'est la commande que je vous ai fait taper tout à l'heure, et pour pouvoir le réactiver, c'est la même commande, mais avec un echo 2. Ensuite, une autre protection, c'est ce qu'on appelle le stack cookie. Le stack cookie, c'est une variable qui est rajoutée dans la stack frame et qui est placée entre saved EBP et les variables locales. Le stack cookie, il est placé dans la stack frame au tout début d'une fonction et il est vérifié au moment de sortir de cette fonction-là. S'il a été modifié, eh ben, le programme s'arrête parce que ça veut dire qu'on a eu un stack overflow et donc le programme s'arrête. Si par contre il n'a pas été modifié, et ben dans ce cas-là, le programme continue son cours parce que du coup on n'a pas eu de Stack Overflow, soi-disant. Donc ça va beaucoup nous bloquer sur de l'exploitation de Stack Overflow parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de le contourner, mais on verra quand même plus tard des types d'exploitation qui permettent de s'affranchir de cette protection-là. Ensuite, on peut mettre en place ce qu'on appelle de la stack non exécutable, parce que dans un binaire normal, on a rarement besoin d'exécuter du code qui est situé sur la stack. Donc, juste le fait de rendre la stack non exécutable, ça permet de prévenir certains types d'exploitation. Et la dernière protection que je voulais vous montrer, c'était PIE. Le PIE, c'est que les adresses du code vont être randomisées à chaque fois qu'on exécute le programme, donc ça va nous bloquer sur des exploitations de type Red2Win, donc là ça n'est pas possible de les faire comme ça. Mais du coup, il existe quand même d'autres types d'exploitations qui nous permettent de faire du pawn même si on a de la SLR, même si on a du stack cookie, etc., que du coup on verra dans les prochains workshops.
Comme d'habitude, je vous invite à m'envoyer un message, venir vers moi s'il y a un truc pas clair, si vous voulez aller plus loin sur un sujet, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Et sinon, eh ben, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.